Bonjour, chers tous. Merci d'être là. Donc, notre grand frère et ami Ousseynou Touré est arrivé. Donc, c'était le troisième panéliste. Je pense que là, nous sommes OK. Le modérateur est là. Donc, et les trois panélistes sont là. Je pense que peut-être sans plus tarder, on peut valablement démarrer. Nous sommes restés toujours dans le quart d'heure scolaire. On n'est pas sorti de cela. Je pense que vouloir démarrer à 11 heures et peut-être démarrer à 11h15, c'est pas peut-être trop méchant, même si peut-être qu'on aurait pu démarrer à 11 heures pile quoi, pour faire le ponctuel. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on peut valablement démarrer. Donc, il y a, je suis avec mon collègue Hassan Diouf, donc de IED Afrique. Moi-même, je me présente, donc Mamadou Ndong Touré. Je suis conseiller technique à IED Afrique sur les questions de changement climatique et de décentralisation. Donc, mon collègue Hassan Diouf, notre chargé de communication, a facilité ce travail donc, dans le domaine du virtuel. Et nous tenons à remercier particulièrement donc, nos panélistes, notamment M. le modérateur Fallou Cissé, donc, qui a accepté spontanément, comme tous les autres d'ailleurs, d'être modérateur de ce panel-là. Donc, remerciements aussi au colonel Dia, donc Babacar Dia, qui a été mon patron pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je le fais travailler. Donc, je l'appelle colonel, c'est ça, j'ai besoin de sans problème. Donc, il est très, très disponible. Ousseynou Touré est là, du PNDL. Donc, lui aussi donc, a accepté spontanément de participer à ce panel. De même que M. Aronaba, donc, qui, je pense, a un pied à IED Afrique. Peut-être qu'il va l'expliquer plus tard. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc, je le donne à M. le modérateur, M. Fallou Mbaké Sissé, donc, qui sera chargé donc, d'animer les débats. En tout cas, merci à vous. Peut-être juste avant de lui donner la parole, rappeler un peu le contexte de pourquoi on est là. Donc, IED Afrique a obtenu l'accompagnement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, donc sur les questions de planification qui s'adaptent au territoire. Donc, en partant de là maintenant, nous avons expérimenté donc, différents outils qui nous permettent aujourd'hui d'intégrer la dimension climat dans la planification territoriale. Donc voilà un peu campé assez rapidement le contexte dans lequel se déroule ce webinaire. Monsieur Cissé, je vous remets la parole et merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mamadou. Bonjour à tout le monde. Je vous salue chacun en son nom et voudrais particulièrement féliciter d'abord IED Afrique pour cette initiative, cette belle initiative de mettre sur la table la problématique des changements climatiques en rapport avec la planification. Nous y reviendrons. Je voudrais également saluer très chaleureusement les trois panélistes, notamment mon vénérable ancien, le colonel Babacar Dia, mon ami et frère Aronaba, et toujours mon ami et frère Ousseynou Touré. Je veux dire combien nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous des experts dont les noms se confondent avec justement les thématiques que nous abordons ce matin. Je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une bonne séance. Je remercie également tous les participants d'avoir pris de leur temps pour se connecter et donc pour interagir avec nous sur cette problématique que nous avons donc en partage. Je crois que IED est bien inspiré de dire
je vois mon ami et frère Cheikh Wad se connecter, Cheikh Tidiane Wad. Je te salue particulièrement. Et donc, Babacar Gueye, merci de fermer votre... Alors, donc, je voudrais dire que IED a été bien inspiré de mettre cette problématique sur la table en disant tout simplement, bon, depuis un certain temps, des initiatives sont prises et qui vont dans le sens d'avoir une planification sensible au changement climatique. Et on se rend compte que nombre de problèmes persistent. Et dans une démarche comme ça, il me semble rationnel de poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a pu faire jusque-là? À quels résultats sommes-nous arrivés? Quelles sont les contraintes et qu'est-ce qui explique le niveau de réalisation des objectifs? Je crois que c'est la grande problématique qui nous réunit ce matin et nous aurons tour à tour les interventions déjà de Aronoba, de la Commission nationale de dialogue des territoires. Je pense que rien que l'institution qu'il anime montre à quel point il est autorisé à parler de ces questions-là. Après, nous aurons l'intervention de Ousseynou Touré, donc du PNDR, du Programme national de développement local, donc qui a engagé un certain nombre d'initiatives relatives à ces problématiques-là et sur lesquelles Ousseynou reviendra. Et enfin, nous donnerons la parole au colonel Babacar Dia, donc, qui a eu à coordonner un programme spécifique sur les problématiques de changement climatique et de territorialisation. Donc, je pense que ce faisceau d'experts nous éclairera, nous enrichira et nous pourrons interagir avec eux donc pour développer une intelligence. De discussions similaires, c'est pour évoquer la planification territoriale. Donc, la dernière en date, je pense, c'est avec une université que je ne veux pas citer pour ne pas faire de la publicité. Mais lui comprendra. Mais je suis très heureux de le retrouver parce que sur les questions de planification territoriale, justement, nous avons beaucoup travaillé sur les besoins d'adaptation du système national de planification. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Babacar Dia, je le salue, notre grand frère. Moi, je l'ai perdu de vue au lendemain de l'élaboration de la lettre de politique sectorielle du ministère de la décentralisation. Il nous avait beaucoup enrichi de son expérience de TAC. Je pense qu'il va le convoquer et comme nous parlons de planification territoriale sensible au changement climatique, je pense qu'il y apporterait une grande contribution. Moi, je voudrais réagir, non pas en institutionnel, en tant que secrétaire permanent de la Commission nationale de dialogue des territoires. Je sais qu'il y a
des cas d'études qui concernent la thématique d'aujourd'hui sur lesquels je reviendrai, mais je parlais plutôt en tant que planificateur économique ayant côtoyé ces questions de planification territoriale. C'est pour simplement dire que nous avons reconnu et remarqué que la planification territoriale a souvent été d'une sensibilité avec un certain nombre de thématiques qu'on a voulu qu'elle prenne en charge. Je pense que la première des sensibilités, c'était la planification sensible au genre, sous l'égide du PNDR. Ensuite, il y a eu la planification sensible à la nutrition et d'autres thématiques. Mais il faudrait reconnaître que la planification locale ou territoriale n'a de sens que lorsqu'on l'adresse en convoquant le système national de planification. Et bon nombre d'acteurs ne comprennent pas pourquoi des difficultés subsistent lorsque l'on adresse les processus de planification pour ne pas suffisamment prendre en compte un certain nombre de thématiques comme celles liées au changement climatique. Et si nous convoquons la définition que vous avez empruntée de Amdouche, selon laquelle l'idée de résilience territoriale désigne l'aptitude qu'ont certains territoires à générer en leur sein des capacités de résistance et d'adaptation au changement, leur permettant ainsi de maintenir les bases de leur développement, nous pouvons juste observer nettement qu'il y a un effort de documentation à produire sur des savoir-faire locaux existants et surtout de caractérisation des capacités, parce que c'est cette somme de capacités qui détermine l'aptitude au sein des territoires. Il résulterait normalement d'un travail de diagnostic rigoureux, souvent nécessitant des outils d'ingénierie territoriale. Mais pour remarque, le processus méthodologique de planification donc, fait appel dans le phasage qui est décliné à une phase importante appelée diagnostic. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler à améliorer les capacités des acteurs territoriaux dans le cadre d'un exercice de planification territoriale. Surtout quand on a à cœur de vouloir y intégrer donc, des thématiques comme changement climatique. Nous avons un exemple assez édifiant à travers un projet que la CNDT a accompagné avec l'ONG Endagraph Sahel, intitulé « Projet d'amélioration de la résilience des communautés vulnérables du delta de Saloum face au changement climatique ». Je pense que ça a été un projet très intéressant qui mériterait que l'idée l'approche, mais des outils innovants ont été mobilisés dans le cadre de la phase du diagnostic. Alors, donc, il faudrait donc que ce diagnostic-là soit rigoureux d'un point de vue de l'usage d'outils adaptés et qu'on sorte de l'habitude qui nous sert un peu la description d'une situation de manque. À chaque fois que nous avons lu un outil de planification, dans la partie diagnostic, quand on s'y positionne, c'est vrai, on nous liste des expressions littéraires qui renvoient à des situations de manque. Souvent, c'est faiblesse, insuffisance, déficit, manque. Mais généralement, ce n'est jamais documenté. Alors que dans le contexte actuel de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, qui promeut la territorialisation des politiques publiques, il est bien indiqué, n'est-ce pas, de travailler et fort heureusement des activités de recherche et action ont permis d'arriver à des résultats très probants. Nous sommes arrivés à partir d'indicateurs de développement, d'indicateurs de politique publique que nous avons répercutés sur le territoire des collectivités locales pour en dresser des situations de référence. Voilà pourquoi la thématique ODD, au sortir de l'expérience du projet de village du millénaire, qui a fait un travail, qui a fait l'objet d'un travail de capitalisation par le PNL, il a été possible de prendre des indicateurs de politique publique et de réussir leur projection orthogonale sur le territoire des collectivités locales. Ça a été le cas pour Léona et j'avais été honoré d'être le dernier coordonnateur du projet Village du Millénaire à l'époque.
sur santé de la mère, de la reproduction. Quand vous allez à la page 151 du PSE, vous avez une matrice d'indicateurs de développement de la phase active 14-18. 4 indicateurs concernent la politique publique santé de la mère et de la reproduction. Ce qui a été fait à l'époque, c'est quoi? Accès aux soins prénataux, accouchement assisté par du personnel médicalisé, de même que le groupe d'indicateurs de la nutrition pour la petite enfance. Tout cela avait été retrouvé en ancrage dans le plan de développement de l'EONA. Comment nous avons fait? Nous avons réglé la problématique des cibles démographiques de politique publique d'abord, et ensuite, par le biais des services techniques déconcentrés, nous avons pu avoir un numérateur et un dénominateur et fixer donc en situation de référence l'indicateur que nous avons arrimé sur les cibles nationales de politique publique pour permettre à la collectivité locale, à la fin de chaque exercice, de dire voilà le niveau de contribution que nous apportons pour l'atteinte de tels indicateurs au niveau national. Donc, tant que nous ne partons pas des indicateurs de politique publique et de se donner des moyens de caractériser l'indicateur dans sa situation de référence au sein de la collectivité locale, notamment dans la phase de diagnostic qui donne l'occasion de partage avec l'ensemble des parties prenantes en présence, il sera très difficile, n'est-ce pas, de documenter les savoir-faire, les aptitudes au sein des territoires pour ensuite les mettre dans la perspective d'un projet. Par exemple, c'est le cas sensible, n'est-ce pas, à la résilience et au changement climatique. Donc, c'est dire que nous avons beaucoup à faire dans le cadre du portage de l'amélioration des outils de planification territoriale pour davantage aller dans la sensibilité des thématiques pour lesquelles les territoires ne peuvent pas être insensibles. Donc, quand le monde débat autour des enjeux du changement climatique, quand le monde débat autour de l'appropriation des objectifs de développement durable, et il est intéressant de retrouver l'ensemble de ces thématiques-là dans leur sensibilité, dans les outils de planification que nous avons dans nos collectivités locales. Pour les ODD, il faudrait le remarquer, et généralement, ils ne sont présents que dans la partie sommaire ou introduction de nos documents de politique. Mais nous avons rarement des modèles concrets, n'est-ce pas, de planification locale des ODD. Et c'est la même chose également pour la nutrition, donc pour les politiques. Donc, il existe une pluralité d'actions de développement par le biais desquelles nous pouvons travailler dans le projet continu de ce panel à une capitalisation des pratiques et des savoir-faire qui permettrait aujourd'hui d'enrichir la partie diagnostique du processus méthodologique, n'est-ce pas, de la planification territoriale. C'est à ce niveau-là où le bas blesse. Parce que généralement, il y a un décalage assez significatif entre les résultats du diagnostic, tel que c'est opéré présentement dans les outils de planification, et la partie dédiée à la planification stratégique. Très souvent, la vision n'est même pas dictée par les réalités de terrain issues du diagnostic. De même également, la partie planification stratégique ne reflète pas naturellement donc, les problèmes qui sont issus du diagnostic. Donc, il faudrait, je pense, pour que les outils de planification territoriale puissent intégrer des thématiques aussi importantes, aussi actuelles, aussi interpellatrices que les effets du changement climatique, les ODD et autres thématiques. Il faudrait donc partir de la caractérisation des diagnostics que nous portons dans le cadre de ce processus. Il me semble que c'est ce diagnostic qui manque de rigueur, qui ne s'est pas approprié d'outils d'ingénierie territoriale qui puissent permettre de documenter réellement donc, la progression des indicateurs de politique publique que nous voulons voir pris en charge au sein, n'est-ce pas, des projets programmes au niveau local. Donc, dans un premier temps, c'est quelques mots que je voulais partager. En attendant, dans la deuxième question qui m'est dévolue,
de dire ce qu'on a tiré de deux études. Premièrement, le plan d'élaboration et de mise en œuvre dans Gossas d'une planification territoriale qui a lié le PSE et l'acte 3 de la décentralisation que nous avons déroulé en 2014 et un autre projet que j'ai annoncé tout à l'heure intitulé projet d'amélioration de la résilience des communautés vulnérables du delta Saloum face au changement climatique qui fait l'objet d'une capitalisation en interne ici à la CNDT et qui, à la faveur de l'intercommunalité, projette de regrouper 9 communes autour des îles, n'est-ce pas, du delta de Saloum, dans un projet qui va donc naturellement adresser les questions de résilience et d'adaptation face au changement climatique. Donc, dans un premier temps, monsieur le modérateur, ce sont ces quelques mots que je voulais partager. Donc, en attendant de pouvoir aller plus en profondeur sur les projets que je viens d'indiquer. Je vous remercie. Tout à fait. Merci bien, mon cher Arona. Donc, nous avons bien perçu votre analyse sur les limites de la planification territoriale face au changement climatique. Et bien entendu, vous mettez au centre la question du diagnostic, notamment la rigueur dans le diagnostic qui devrait supposer une connaissance fine des réalités du terrain et une planification donc qui parte de ces connaissances fines qu'on peut avoir de ces réalités, mais qui suppose bien entendu qu'on puisse avoir des acteurs véritablement capacités avec des outils pertinents donc pour adresser donc ces questions-là. Alors, vous avez également mis en relation le niveau de planification, ce qui semble également très pertinent. L'articulation des échelles suppose également que dans la planification, que l'on puisse articuler les différents outils. Nous y reviendrons, notamment dans le projet que tu présenteras après, relatif au PSE et à l'acte 3. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Ousseynou Touré, et donc pour lui aussi son propos liminaire. Ousseynou donc, a coordonné la plateforme nationale de planification territoriale. Des outils ont été développés, une démarche validée. Et maintenant, Ousseynou pourrait bien nous entretenir un peu des succès et des limites de cette affaire, mais de manière plus instructive, peut-être nous dire un peu quels sont aujourd'hui les défis et donc à relever pour avoir plus d'efficacité dans cet exercice-là. Ousseynou, tu as la parole. Mais merci Fallou Mbacké Cissé. Très ravi de te savoir comme modérateur de ce panel extrêmement important pour les acteurs de la décentralisation. C'est le Cissé qui me gêne, mais je vais faire avec durant cette session. Il n'y a pas de pause café en virtuel. En manager, mon Cissé, même s'il n'y a pas de pause café, mais je pense qu'il sera très ravi en tout cas d'entretenir un sujet très actuel dans l'espace du développement territorial. Remercier IED Afrique, un partenaire de longue date qui a travaillé avec le Programme national de développement local dans le cadre d'un projet décentralisation Fonds climat qui nous manque beaucoup, IED Afrique, au regard des éléments extrêmement enrichissants en termes de valeur ajoutée et de résultats de terrain. Saluer mes co-panélistes, Arona Ba, un acteur très chevronné du développement territorial avec qui nous avons cheminé depuis très longtemps sur des questions qu'il passionne davantage et qui passionnent tous les acteurs de développement territorial. Bonjour Arona. Et notre colonel Dia Babakar, que je retrouve encore au PNDL, je rappelle qu'il coordonne un projet au niveau du Programme national de développement local, projet pour supprimer les barrières entravant l'accès au financement climatique des collectivités territoriales. Babakar, bonjour, colonel. Je me mets au garde à vous.
Hein, quand on a un colonel avec, avec soi, je pense que... Bonjour, Seynou. Bonjour, Babacar. Tout le plaisir est pour nous de partager, Falilou, comme vous l'avez dit, sur les éléments relatifs à la mise en œuvre d'une plateforme nationale de planification locale au Sénégal. J'ai eu la chance de coordonner ce processus pendant 2 ans, un processus qui a abouti à des résultats extrêmement importants. Moucheba l'a dit dans son propos, c'est de dire comment travailler sur la phase diagnostique, à implémenter des outils sensibles au changement climatique et qui impactent la planification territoriale. Je reviens surtout sur la démarche que nous avions beaucoup appréciée, une démarche très participative qui a mobilisé les catégories d'acteurs au niveau des territoires. Je parlais de l'État dans son niveau national, dans son niveau déconcentré, les élus locaux avec les commissions de planification élargies, la société civile, les universitaires, les partenaires techniques et financiers, bref, toute une série d'acteurs qui a travaillé autour de cette approche d'intégration des dimensions transversales dans la planification. Je rappelle, c'était les dimensions genre, nutrition, migration et changement climatique. Et comme le disait Arona, nous sommes au cœur des ODD, n'est-ce pas? Ce sont des questions qui adressent le développement territorial dans son entièreté et pour lesquelles nous avions senti un grand vide. C'est pourquoi la démarche a été très itérative, avec une touche très pédagogique, puisque n'oublions pas, la question de la planification est une compétence transférée. Elle doit être exercée par nos collectivités territoriales. Ce que nous avions posé comme principe de base en matière de travail, c'était la simplicité. Comment faire pour être simple et accessible? Puisque si nous avions un langage sachant, cette planification ne serait pas portée par des acteurs territoriaux. Nous avons dégrossi au mieux pour arriver à des outils souples et simples à la fois, qui peuvent être portés par des acteurs des territoires, au niveau des comités techniques régionaux et ensuite au niveau des commissions de planification élargies. Et ce que nous avions compris en son temps, c'est qu'il y a 2 éléments qui sapent la compréhension des processus de planification au niveau des territoires. Un, Falilou l'a dit tout à l'heure, c'est le renforcement des capacités. Si nous n'y allons pas de façon pédagogique et méthodique, on risque de tourner en bourrique les acteurs territoriaux. 2, si nous n'avons pas une approche de communication accessible, on risque de ne pas se faire comprendre. C'est pourquoi ce travail a été accompagné de 2 annexes importantes, ce que l'on a appelé les fiches andragogiques et le référentiel de communication, pour accompagner tout le travail qui a été fait et qui a débouché sur des outils consensuels et très fédérateurs. C'est pourquoi c'est tout un honneur pour moi de revenir spécifiquement sur la question changement climatique, puisque c'est l'objet du panel de ce matin. Et sur la question changement climatique, nous avions retenu en son temps 3 outils importants. Le premier outil qui adresse la phase diagnostique, Arona Moucheba l'a dit tout à l'heure, nous avions prêté une attention particulière pour se dire, si nous ne maîtrisons pas cette phase diagnostique, il est clair qu'il y aura une vacuité dans la phase planification. C'est pourquoi un important travail a été fait à ce niveau pour dégrossir d'abord la panoplie d'outils qui avait été proposée et en retenir un qui nous semble être le plus pertinent. Donc, le critère de pertinence a été posé sur le choix des outils. Cet outil s'appelle la matrice de vulnérabilité. Une matrice de vulnérabilité qui permet simplement d'identifier les effets négatifs des changements climatiques sur 1, les ressources et 2, les moyens d'existence. Donc, c'est
C'est un outil extrêmement fort sur des séquences qui permet à avoir le niveau d'atteinte de vulnérabilité d'une collectivité territoriale relativement au changement climatique. Et ce qui a été proposé en termes de séquences au niveau de cet outil, c'est d'abord de faire une cartographie des ressources. Et je pense que c'est un travail qui peut être fait par n'importe quel acteur au niveau des territoires. Cartographier les ressources, ce n'est pas, en tout cas, demander la lune à un acteur des territoires qui a séjourné dans les territoires. Une fois les ressources cartographiées, il faut les hiérarchiser en fonction de leur degré d'importance. Là aussi, ce n'était pas quelque chose de très difficile. Et une fois hiérarchisées les ressources, nous avions pensé qu'il était important d'élaborer le profil climatique au niveau des territoires. Et ça, c'était pour avoir simplement une meilleure compréhension de l'évolution des ressources sur le plan naturel. Aussi bien des ressources que des infrastructures macro. C'est extrêmement important, ce profil historique climatique. Et là aussi, quand vous touchez des acteurs qui ont l'information à portée de main, vous pouvez tout de suite retracer le profil historique climatique. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là où ça devient intéressant. À partir de ce moment, on commence à hiérarchiser les risques climatiques qui ont été connus dans le passé et les risques climatiques actuels. Et ça permet simplement d'aller en dernière instance, et c'est l'objectif de cet outil, de voir en fonction d'une unité d'exposition, je veux dire une ressource, on fixe les risques et de voir quels sont les effets négatifs en lien avec les facteurs de vulnérabilité. Mais ça, ce lien de causalité, si on l'établit relativement aux risques actuels et encourus au sein de la collectivité territoriale, nous détenons une bonne matrice de vulnérabilité relativement au changement climatique. Je le rappelle, cette matrice de vulnérabilité permet simplement d'identifier les effets négatifs des changements climatiques sur les ressources et les moyens d'existence. Donc, sur le plan diagnostic, nous avions pensé, comme l'a suggéré Arona, proposer un outil à portée de main pour les acteurs territoriaux, très maniable, flexible, souple, mais qui en soi recèle des informations qualitatives et quantitatives qui permettent de passer à une étape importante, à savoir la planification. Puisque quand nous avions terminé cette phase diagnostique, il fallait dans la planification aussi choisir un outil qui permet de faire une bonne planification en prenant en compte les éléments de diagnostic qui ont été identifiés. Et à ce niveau, nous avons suggéré le tableau des options d'adaptation dans la planification. Et je le rappelle, il permet sur la base des facteurs de vulnérabilité, rappelez-vous, qui ont été identifiés dans la phase diagnostique, d'élaborer un référentiel de résilience. Et c'est un mot qui peut être très chargé du point de vue du vocable, mais quand on le désagrège, on va retenir simplement deux éléments. Le premier élément, ce sont les options d'adaptation qui sont pertinentes, puisque nous avons fait un diagnostic, nous avons connu les facteurs de vulnérabilité, nous connaissons les risques, nous connaissons les effets négatifs sur le changement climatique, on peut valablement faire des options d'adaptation. Mais ce qui est important, au-delà des options d'adaptation, il faut des actions d'adaptation pertinentes. Cet outil permet justement d'arriver à ce résultat. Et donc, vous voyez qu'il y a un fil conducteur qui commence à se construire à partir des diagnostics et de la planification qui sera renforcé par un autre outil qui est l'analyse multicritère. Et cette analyse multicritère comme outil, nous l'avons positionné dans la programmation et particulièrement dans la budgétisation. Regardez le fil conducteur qui a été construit. On a une matrice de vulnérabilité. Nous avons des options d'adaptation et l'analyse multicritère permet, lui, de prioriser les options d'adaptation qui sont contenues dans le référentiel de résilience et de voir quelle est la prise de décision qu'on peut faire sur la base d'une évaluation basée sur des critères qualitatifs en fonction de la pertinence, en fonction du coût, l'acceptation sociale, etc., etc. Donc,
suivant des critères qui ont été positionnés. Les critères, entre critères, peuvent s'analyser. D'autres critères peuvent s'adjoindre aux critères qui ont été identifiés. Ça veut dire que l'analyse unicritère révèle des limites. C'est pourquoi cette analyse multicritère est extrêmement importante, puisqu'elle va permettre de déboucher sur les options d'adaptation retenues, de les croiser, ces options, et de les classer. Et c'est ce classement qui permet justement, sur la base d'une analyse multicritère, de savoir quelles sont les actions prioritaires à entreprendre si nous voulons enclencher une approche de planification sensible au changement climatique. Donc, M. Cissé, vous avez vu la cohérence avec laquelle nous avions travaillé dans ce groupe changement climatique pour retenir des outils simples, des outils testables, réalisables et réalistes pour éviter en tout cas de faire du saupoudrage au niveau des territoires, permettre au comité technique régional de s'en approprier, à la commission planification élargie de s'en approprier, puisque c'est à la commission élargie de planification de mettre en œuvre ce processus de planification. Le travail qui a été fait, partagé au niveau des comités techniques régionaux, testé au niveau des collectivités territoriales, a donné des résultats. Mais il faut se dire que, et c'est là où c'est intéressant comme panel, tout n'a pas été rose. Il y a des difficultés qui ont été capturées au fil de la mise en œuvre, mais aussi il y a des éléments de satisfaction. C'est pourquoi je voudrais un tout petit peu m'attarder sur les difficultés. C'est l'évaluation à la chinoise. On s'attarde sur des difficultés. Du point de vue normatif, ça ne recoupe que mon point de vue. Je pense que nous avons, si nous examinons le Code général des collectivités territoriales, dans les 9 domaines de compétences transférés, notamment le Code général à ses articles 304 et 305, on nous parle beaucoup de plans communaux d'action locale pour l'environnement. Mais nous traversons le Code général des collectivités. À aucun moment, la question changement climatique est fléchée, intuitée, personnée. Elle est englobée dans l'environnement de manière globale. Et dans l'environnement, il y a un ensemble de thématiques, un ensemble de thèmes, mais qui changent ce vecteur et qui donnent lieu à l'environnement. Mais de prime abord, si dans un code général des collectivités territoriales, la question changement climatique n'est pas clairement fléchée, les acteurs à charge de la mise en œuvre de ce code général des collectivités territoriales peuvent ne pas y prêter une grande attention. Je prolonge la réflexion pour en venir à l'article 81, à l'article 170 sur la compétence des villes, à l'article 202 sur les dépenses obligatoires, y compris l'article 203 pour les dépenses induites par le transfert des 9 domaines de compétences. En aucun moment, la question des changements climatiques est évoquée pour une problématique générale, voire mondiale, puisque aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de l'environnement avait dit, au-delà de la question de la pandémie à COVID-19, l'une des problématiques majeures que la planète risque de faire face, c'est essentiellement la question du changement climatique. Si aujourd'hui on n'avait pas la COVID-19, l'un des défis majeurs de la planète, ce serait le défi des changements climatiques. Or, du point de vue normatif, on ne peut pas appréhender à sa juste valeur toute la portée et le sens de l'action climatique au sens strict, je veux dire, du terme. D'où, à mon avis, un important travail à faire dans la partie réglementaire sur laquelle le ministère des collectivités territoriales est en train de travailler pour mieux flécher la question du changement climatique dans le Code général des collectivités territoriales. Maintenant, si on rentre sur le plan technique, du point de vue technique, il me semble que nous avons opéré une très faible diffusion des outils qui ont été élaborés. J'en veux pour preuve, il n'y a que les régions de Saint-Louis, Kaffrine, Louga, Fatick, Kolda et Kaolack qui ont eu connaissance de ces outils. 7 sur 14, à mon avis, c'est extrêmement faible pour une bonne diffusion.
Donc, la question de la diffusion des outils est un élément qui ne facilite pas aux collectivités territoriales la prise en charge de la donne climatique dans leur planification. Maintenant, il y a un autre élément si on prolonge la réflexion. Nos acteurs sectoriels ont une trop longue tradition de planification globale qui contraste avec cette nouveauté qui a été introduite dans les processus de planification. Ça peut être très nouveau et en tant qu'innovation, cela demande du temps, ça requiert en tout cas un temps d'acceptation et de compréhension et même d'internalisation dans leur façon de faire. Mais il y a un élément essentiel qui fait que la question du changement climatique réveille une dimension technique, moins soutenue par les acteurs qui sont à la base de la planification au niveau des territoires. Je donne un exemple. Ce sont les directions de l'environnement au niveau régional, normalement, qui doivent s'occuper de ces questions. Et dans notre processus, nous avons manqué cette étape. Nous avons beaucoup plus travaillé avec les planificateurs qu'avec des spécialistes de la question qui se trouvent dans un autre département ministériel autre que celui des collectivités territoriales. Regardez cette dualité institutionnelle dans la prise en charge de la question climatique entre le secteur de l'environnement qui a la maîtrise technique et le secteur des collectivités territoriales qui a une légitimité institutionnelle de portage des plans locaux de développement. Donc, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire à ce niveau si l'on veut qu'au niveau de nos territoires, cette question soit appréhendée à sa juste valeur. Enfin, dernier élément du point de vue financier et budgétaire. Si je regarde l'article 196 du Code général des collectivités territoriales qui énumère les recettes d'investissement, mais hélas, il n'y a aucune possibilité pour nos collectivités territoriales d'avoir des recettes issus des produits des changements climatiques. Or, si vous n'avez pas une recette d'investissement évidente, il me semble que la collectivité territoriale est moins encline à prêter une attention dans sa planification investissement annuel des questions relatives au changement climatique. C'est une perception qu'on peut avoir, mais elle est lourdement chargée, puisque la question des recettes d'investissement est un élément qui améliore la capacité d'investissement de nos collectivités territoriales. Or, si elle n'est pas très fléchée au niveau de l'article 196, sa prise en charge peut être déficiente. Autre chose, c'est la nomenclature budgétaire. On ne peut pas rêver d'avoir une nomenclature budgétaire qui flèche les actions des changements climatiques, mais je pense que s'il y a un effort qui est fait dans la partie réglementaire pour associer dans la nomenclature budgétaire ces questions reliées au changement climatique, on aura fait un pas extrêmement important dans la prise en charge des questions d'internalisation des processus de changement climatique sensibles aux collectivités, sensibles au changement climatique. Maintenant, je pense que je peux m'en arrêter à cette étape avant de revenir sur les défis lors de ma prochaine intervention, tout en sachant qu'il y a des motifs de satisfaction, puisqu'on a mis à jour ces outils de planification, ils ont été validés. Nous avons une démocratisation de l'accès au savoir sur les changements climatiques. C'est à portée de main et c'est accessible à tous. Et nous avons une plus grande ouverture en termes de couverture des besoins des collectivités territoriales grâce aux outils validés. Et Arona le disait, on a une possibilité aujourd'hui de territorialiser les changements climatiques à partir d'une porte d'entrée collectivité territoriale. Donc, ce sont des éléments de satisfaction que nous avions notés, quoique des difficultés sont là et sur lesquelles, à mon avis, c'est le sens du panel, nous devons apporter des éléments de réflexion. Et sur la deuxième partie, je pense que je reviendrai sur les défis sur lesquels nous sommes confrontés et tous devons apporter des éléments clarifiants. Merci. M. Cissé. Merci très bien, Ousseynou, donc pour cette communication qui est vraiment entre en droite ligne avec celle que vient de nous servir Arona, de communication de très haute facture. Donc, je constate seulement qu'avec Arona, vous partagez l'analyse, notamment l'analyse sur le diagnostic et de façon plus globale, l'analyse sur les différentes étapes de la planification territoriale en montrant combien il est important, si on veut régler cette question, que ces différentes étapes soient conduites avec
toutes les connaissances requises, que ces différentes étapes soient véritablement ancrées dans les réalités territoriales, que les acteurs puissent être capacités pour que, justement, à la fois en termes d'analyse et en termes d'endogénéisation de cette planification, donc qu'ils puissent à la fois retracer l'histoire, diagnostiquer le présent et se projeter. Donc, nous le retenons fondamentalement dans vos deux interventions. Et nous avons également relevé une convergence dans le sens où tous les deux, vous êtes d'accord pour dire qu'il nous faut développer des outils d'une certaine technicité, mais qui soient accessibles à tous, qui soient compréhensibles, qui soient d'une certaine intelligibilité. Et donc, les exemples que vous avez montrés démontrent à suffisance qu'en réalité, il est tout à fait possible, avec, par exemple, la matrice de vulnérabilité, avec l'analyse multicritère, etc., d'avoir des démarches, d'avoir des outils qui permettent vraiment de capter ces réalités et donc d'y réfléchir. Alors, et là, vous posez une question importante, notamment en abordant la question du normatif, et nous y reviendrons avec Arona. Donc, pour dire, mais dans l'architecture législative réglementaire du pays, est-ce qu'il y a aujourd'hui des insuffisances, est-ce qu'il y a des faiblesses pour connaître véritablement de ces questions-là? Du point de vue technique et budgétaire aussi, bien entendu, il y a des réflexions à faire et sur lesquelles nous reviendrons dans le deuxième tour de table. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au colonel Dia, donc pour son propos introductif. L'ancien, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Fallou. Merci à Ousseynou, à Arona et à tous les participants de m'avoir associé à ce panel. Chaque fois qu'on parle de changement climatique, c'est avec beaucoup de passion que je participe à ce genre de débat. Mais quand on parle du TAC, j'ai toujours un pincement de cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a un goût d'inachevé pour le TAC. Parce qu'on a fait un grand pas, mais on l'a abandonné au pied du quai, si je puis dire, parce que après 5 ans, pratiquement 5 ans d'existence, le TAC a produit des documents extrêmement importants. Et pour parler du TAC, je pense que Ndong a juste voulu me faire participer, mais il pourrait plus le faire à ma place. Parce qu'il connaît le TAC autant que moi, sinon il en sait plus. Parce qu'il était tout le temps sur le terrain et donc il connaît parfaitement les contours du TAC. Alors, le premier constat qu'on avait fait au mois de démarrer le TAC, c'était d'abord la méconnaissance du changement climatique. Parce que Ousseynou l'a relevé, Arona aussi, ce diagnostic de planification qui a montré certaines insuffisances, mais pour prendre en charge une problématique, il faut d'abord la connaître. Et c'est à ce niveau-là qu'on a constaté le premier manquement. D'ailleurs, si vous fouillez un peu la littérature, il y a plusieurs façons de définir le changement climatique. Mais en tout cas, moi, la définition qui me semble la plus opportune, c'est celle qui dit que le changement climatique, c'est la variabilité climatique, c'est-à-dire ce qui se serait produit si rien n'est fait, parce que ça vient de la nature. Plus maintenant, les actions anthropiques, ce que l'homme lui-même a fait pour aggraver sa situation. Donc, c'est cette définition-là qui me semble vraiment la définition la plus opportune pour dire ce qu'est le changement climatique. Alors, au moment de démarrer le TAC, c'était aussi le moment où on avait transféré des compétences. Mais comme disaient certains élus, l'État nous a transféré des problèmes et non des compétences. Pourquoi? Parce qu'on a transféré des compétences sans transfert concomitant des ressources nécessaires pour prendre en charge ces compétences.
Maintenant, l'ouverture que l'État a faite, c'est de dire que vous avez la coopération décentralisée que vous pouvez utiliser pour aller chercher des ressources. Mais pour aller chercher des ressources, il faut des compétences. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des collectivités locales, le premier déficit qu'on a constaté, c'est d'abord les déficits en matière de compétences pour formuler les projets. Parce qu'il y a beaucoup de fonds qui virtuellement existent dans le monde. Mais rares sont ces fonds qui sont accessibles aux collectivités locales. Pourquoi? Elles sont théoriquement éligibles, mais pour décrocher ces fonds, il faut des projets bancables. Donc, il faut des compétences pour élaborer des projets bancables. Et cela est un déficit que nous avons constaté au niveau des collectivités locales. Alors, si on n'a pas de projet bancable, mais on peut mettre la croix sur la mobilisation des fonds. Parce que tous les bailleurs qui donnent les fonds, ils ont des règles extrêmement strictes. Quelquefois, si vous prenez le fonds vert climat, par exemple, entre la date à laquelle on initie une demande pour le fonds climat et la date à laquelle on espère avoir les premières ressources, mais il peut s'écouler 3 ans. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et tout cela parce que les conditionnalités sont assez strictes et le bailleur n'est pas un enfant de cœur. Si vous ne respectez pas strictement ces exigences, mais il ne débloquera jamais son argent pour vous. Donc, c'est également à ce niveau-là qu'on a eu d'énormes problèmes au niveau des collectivités. Évidemment, pour certaines collectivités locales qui comprennent bien les mécanismes, on peut, sur la base d'un contrat type, demander que les services de l'État soient mis à la disposition d'une collectivité locale. Mais il y a certaines collectivités peut-être qui, même si elles comprennent ce principe-là, souvent ne prennent pas la peine, parce que ça, c'est souvent des trucs qu'il faut initier au début de l'année pour mettre un service donné dont la compétence est transférée, mettre ce service à la disposition de la collectivité locale. Et chacune des collectivités a cette compétence-là. Mais malheureusement, il y en a très peu parce que moi, pour avoir été inspecteur dans 3 ou 4 régions, les contrats types, on en a vu peut-être 2 ou 3 pendant toutes ces années qu'on a passées. Cela veut dire que c'est une possibilité que les collectivités ont, mais qui n'est pas souvent exploitée. Le constat qu'on a fait aussi, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'environnement n'apparaît pas comme étant une priorité pour les collectivités locales. Évidemment, en analysant, ça c'est mon propre point de vue, souvent les élus veulent quelque chose qui est visible tout de suite. Alors qu'en matière d'environnement, il faut de la patience pour avoir des résultats. Quand on est enfermé dans un délai de 5 ans, on a tendance à mettre la priorité sur autre chose que l'environnement. Alors que même le développement économique qu'on veut pour une collectivité, mais ce développement économique doit reposer sur un environnement viable si ce développement doit être durable. Parce que si l'environnement n'est pas viable, le développement ne peut pas être durable. Malheureusement, quand on a une vision pas très éloignée, on a tendance à croire que c'est tout de suite qu'il nous faut des résultats parce que certainement on pense à sa réélection. Et cela pose un problème. Donc, pour accéder à ces fonds-là, il faut vraiment un bagage technique. Et souvent, l'autre limite qu'on a constatée aussi, c'est que les collectivités n'ont pas assez de ressources à mettre à la disposition, mise à leur disposition pour recruter des consultants. Parce que vous le savez bien, le consultant, il coûte cher. Donc, pour mettre à sa disposition un consultant, il faut sortir de l'argent. Et souvent, les collectivités n'ont pas ce niveau de solvabilité pour pouvoir se faire des consultants qui puissent leur formuler des projets et que ces projets-là puissent servir à mobiliser des fonds. Si vous constatez que ces fonds mondiaux qui existent, si vous prenez le Fonds mondial pour l'environnement, ou bien le Fonds d'adaptation, le Fonds vert climat, mais c'est beaucoup d'argent qui virtuellement est là pour tout le monde. Mais comme a l'habitude de dire un ami, il me dit, ces fonds-là, c'est comme si tu es sous un manguier, tu as un fruit qui est à 4 mètres,
tu sautes pour le cueillir, mais tu vas mettre beaucoup de temps, mais tu n'y arriveras pas. Bon, évidemment, c'est une caricature, mais ce n'est pas très loin de la réalité. Parce que il est vrai qu'il y a beaucoup d'argent virtuel, mais par exemple, si on considère que pour le Fonds pour l'environnement mondial, qui existe depuis 1991, hein, mais rares sont les collectivités qui ont pu bénéficier de quelque chose. Alors que son fonds de départ était de 4,1 milliards de dollars US. Il y a aussi le fonds d'adaptation qui, heureusement, le Sénégal a pu en bénéficier par le canal du CSE et ça a permis de régler certains problèmes d'érosion côtière. Là également, bon, pour le fonds d'adaptation, contrairement au fonds pour l'environnement mondial qui a été mis en place en 1991, ce fonds-là a été mis en place en 2007, mais il est alimenté à partir du mécanisme de développement propre. Vous avez entendu parler de pollueurs-payeurs. Ce sont ces taxes-là qui étaient récupérées au niveau des pollueurs qui permettaient de constituer le Fonds pour l'environnement mondial. Ça également, c'était un fonds qui était mis à la disposition de tous les pays à faible revenu pour pouvoir faire des actions en direction de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et d'une manière générale, la protection de l'environnement. Le Fonds vert climat, il est en place depuis 2011. Et à la COP de Paris, les pays qui contribuent pour ce fonds avaient pris l'engagement d'en faire un fonds de 100 milliards de dollars à partir de 2020. Là également, c'est un autre problème parce que les gens, souvent, les pays prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Parce qu'en 2016, quand on a évalué le fonds, on était à 10,2 milliards. Alors que pendant ce temps, on se donnait l'objectif d'aller à 100 milliards de dollars en 2020. Cet objectif est loin d'être atteint. Mais aussi, on peut dire que pourquoi les bailleurs ne sont pas enclins à... Parce que le peu qu'ils ont mis n'est pas absorbé. Ben, ils vont se dire, mais pourquoi on va mobiliser d'autres fonds alors que ce qu'on a déjà là est là et les gens ne sont pas en mesure de nous présenter des projets bancables pour pouvoir décrocher ces fonds-là. Donc, je pense que s'il y a un aspect sur lequel il faut mettre le focus, Ousseynou en a parlé, il s'agira de lever les barrières qui constituent cet obstacle-là pour permettre aux collectivités locales d'accéder à ces fonds mondiaux. Parce que le budget de l'État ne suffira jamais pour régler les problèmes de changement climatique. En terminant le TAC, nous avions élaboré ce qu'on appelle des plans climat territoriaux intégrés. Nous en avions élaboré un pour la région de Fatick et un plan commun pour les 5 régions de l'entente Perlo. Parce que le TAC intervenait dans 6 régions. Les 5 régions de l'entente Perlo, donc Saint-Louis, Matam, Louga, Kaffrine et Tambacounda, plus la région de Fatick. Parce qu'au moment de démarrer le TAC, les bailleurs qui étaient déjà accrochés pour intervenir et financer, ils s'étaient dit, bon, on va essayer de voir d'abord les parties les plus vulnérables, mais aussi l'autre aspect qu'ils ont pris en compte, c'est les régions qui ont commencé à faire quelque chose. C'était le cas pour Fatick, c'était le cas pour les 5 régions aussi, parce qu'en tant qu'entente Ferlo, ces 5 régions bénéficiaient déjà de l'appui de la région Rhône-Alpes. Pour Fatick, c'est la coopération allemande, c'est Poitou-Charentes, et ainsi de suite. Donc, ils se sont dit, ces régions qui ont commencé à se mobiliser sans voir de gros bailleurs, peut-être que si on les accroche, on pourra avoir des résultats. Et je pense qu'à la fin, il n'y avait pas de déception, mais on a abandonné le TAC au moment où il fallait trouver des ressources et mettre en œuvre les plans climat. Malheureusement, ces ressources-là tardent à se faire jour et jusqu'à présent, on en est resté en l'état et actuellement, ces collectivités locales ont leurs outils pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques, mais qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre. Donc, c'est pourquoi je dis que chaque fois qu'on parle du TAC, moi, j'ai l'impression d'avoir un goût d'inachevé. Parce qu'on a abandonné au beau milieu un programme qui aurait pu, peut-être si on avait trouvé des ressources pour mettre en œuvre ces plans climat, qui aurait pu
arriver à des résultats beaucoup plus concrets. Dans le cadre du TAC, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que pour faire un plan climat, il faut d'abord étudier la vulnérabilité et faire le bilan carbone. La vulnérabilité, après l'avoir étudiée, elle nous permet de choisir les bonnes mesures d'adaptation. Pour ce qui est du bilan carbone, il s'agira à partir du bilan carbone de dire, voilà les secteurs au niveau desquels on doit intervenir pour diminuer les effets de la production de carbone. Donc, essentiellement, on avait des activités qui permettaient de faire soit de l'adaptation, soit de l'atténuation. Et si on les résume, il s'agit d'abord de faire du reboisement pour la séquestration du carbone. Nous avons également fait des foyers améliorés qui permettaient de réduire la pression sur la forêt, parce qu'en réduisant la pression sur la forêt, on augmente les capacités de séquestration du carbone. On avait également de l'électrification rurale, parce que en faisant la promotion des énergies renouvelables, c'était aussi une façon de diminuer les entorses qu'on fait à l'environnement. Donc, essentiellement, et il fallait aussi penser à l'aménagement des forêts. Là également, on a pu élaborer des plans d'aménagement, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre. Donc, c'est pour dire vraiment qu'il y a encore plein de choses à faire en matière de changement climatique, mais il faudrait que cela apparaisse au niveau des collectivités locales comme quelque chose qui est une priorité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ça ce qui est vraiment déplorable quand on parle de changement climatique. Parce que d'abord, si vous vous rappelez, en mettant en œuvre le TAC, il y a eu des tiraillements entre le ministère de l'Environnement et le ministère des collectivités locales. Parce que le ministère de l'Environnement disait, oui, c'est un problème d'environnement, donc nous sommes la tutelle naturelle. Et le ministère des collectivités locales aussi, à juste raison, disait qu'il s'agissait d'un projet de changement climatique et qui est issu de la coopération décentralisée. Donc, finalement, on a agi en faveur du ministère des collectivités locales et qui a donc été la tutelle de ce programme-là pendant ces 4 années d'existence. Voilà donc en introduction ce que je peux dire, en attendant que les débats soient plus poussés et qu'il y ait des questions peut-être beaucoup plus précises par rapport à ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Voilà, merci mon colonel, merci vraiment pour cette brillante intervention. Je pense que dans le fond, vous avez enrichi les convergences qui avaient été déjà relevées dans les 2 premières présentations. Et je pense que donc on peut retenir 3 grands aspects donc, qui sont revenus. Au-delà des contraintes normatives, techniques, budgétaires que nous avons relevées, votre intervention nous a permis de relever la contrainte cognitive, j'allais dire. C'est-à-dire, les 2 premières interventions ont montré combien il était difficile de prendre en charge la question des changements climatiques, à la fois dans la phase diagnostique que dans la phase planification. Et vous nous avez montré que, en réalité, cette difficulté peut aussi se comprendre dans la mesure où ceux qui sont chargés de faire ces diagnostics et cette planification ne connaissent pas nécessairement les changements climatiques. Donc, c'est une contrainte de taille, une contrainte liée à la connaissance même du phénomène. Or, on peut comprendre très aisément que si on ne maîtrise pas à la fois d'un point de vue conceptuel, mais aussi d'un point de vue pratique, en termes les changements climatiques, bien entendu, il sera difficile de relier les causes, les situations que nous vivons donc, à ce phénomène, au phénomène climatique. Donc, ça, c'est un élément donc, qui vient s'ajouter à ce que nos deux illustres panélistes ont dit dans leur intervention. Et vous avez aussi relevé une autre contrainte qui est cette fois une contrainte d'ordre politique. Gauthier est parti.
Allô? Madame Nelly Conté, merci de fermer votre micro. Alors, c'est une contrainte politique. Vous l'avez dit, c'est une question de priorité. Mais la priorité, votre analyse est très pertinente dans le sens, la priorité, vous la reliez à la question du cycle climatique et du cycle des mandats. Les mandats, vous dites, sont d'un cycle très court, échelle de 5 ans. Or, les questions climatiques, c'est sur le long terme. Et bien entendu, est-ce que l'animateur peut fermer le micro de Mme Nelly Conté, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, c'est des contraintes politiques donc, qui sont revenues. Comment articuler à la fois la question de la priorisation de l'action des collectivités locales, voilà, au phénomène climatique en tenant compte de la durée du mandat électoral et bien entendu de ce qui engage directement l'élu, qui est de faire des réalisations concrètes, tangibles, donc, sur lesquelles il peut solliciter un autre mandat. Et enfin, un troisième élément qui est ressorti, c'est vous mettez sur la table la question de la coopération internationale. De la coopération internationale en rapport toujours avec le financement. Les premières interventions ont montré les limites liées au budget, donc aux finances, j'allais dire, locales et nationales. Par contre, avec votre intervention, nous avons une autre dimension, le financement par la coopération internationale. Et tout cela revient toujours au problème de renforcement des capacités et donc des acteurs territoriaux, des collectivités territoriales, donc pour à la fois prendre en charge la question des changements climatiques, mais aussi pour élaborer et porter des projets qui seraient éligibles donc, aux différents fonds qui existent à l'échelle internationale donc, et mondiale. Donc vraiment, nous retenons que en réalité, il y a un large consensus des trois panélistes sur toutes ces problématiques-là. Alors, nous allons essayer de renrichir le débat avant de donner la parole donc, à la salle. Alors, et je vais vous interpeller sur 3 questions précises, chacun. Maintenant, tout en donnant la possibilité donc, aux uns et aux autres d'agir, de réagir sur les autres, sur les problématiques que je distribue. Hein. Alors, et donc je vais donner 5 minutes à chacun pour donner aussi la possibilité à la salle de réagir, d'interagir avec vous hein, et d'apporter aussi leur contribution. Alors, j'ai retenu trois grands points. Alors, le premier, c'est la question des normes. Je pense que c'est assez revenu, la question des normes. En termes de législation, en termes de règlement, c'est revenu et c'est une question transversale. Hein? C'est revenu sur la question, bien entendu, des financements, c'est revenu sur la question des compétences, c'est revenu... Voilà. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec une institution comme la Commission nationale de dialogue des territoires, comment cette question normative peut être prise en charge pour une meilleure intégration des problèmes de changement climatique dans la planification territoriale? Ou plus exactement, pour asseoir la planification territoriale sur les changements climatiques. Donc, avoir une planification de développement durable. Parce que la perspective est différente selon qu'on intègre ou selon qu'on assoit la planification sur ces problèmes de développement durable. Donc, ça, c'est la première question que je voulais lancer à mon ami Arona. Alors,
Ousseynou, quant à toi, bien sûr, tu reviendras sur les défis, mais pas simplement le défi comment dire, pas simplement le défi dans les expériences que vous avez développées au niveau du PNDL. Mais je voudrais aussi t'entendre sur la question de l'accompagnement des collectivités territoriales. Vous êtes un programme dédié, un programme national de développement local. Or, dans toutes les problématiques qui sont revenues, nous avons vu que on a parlé des limites, des faiblesses liées à la connaissance, aux capacités, aux techniques, aux stratégies. Bref, comment aborder cette question de l'accompagnement des collectivités territoriales, au-delà simplement d'élaborer des guides et de les diffuser, de les mettre à la disposition des acteurs territoriaux et des collectivités. Donc, la question de l'accompagnement me semble importante parce qu'il y aura toute une phase d'apprentissage collectif de ces questions, même si on trouve la bonne posture. Et enfin, pour le colonel, je poserai surtout la question de la territorialisation, parce que nous avons vu que les régions qui étaient dans le programme TAC dépassaient les limites administratives, donc des seules des collectivités territoriales, etc. Alors, et on sait que la question des changements climatiques, c'est une question qui ne peut pas être cernée, qui n'est pas cloisonnée, qui ne se limite pas dans les limites territoriales d'une collectivité ou d'une région. Donc, ça interpelle la question ça appelle la question de l'intercommunalité, de la coopération territoriale, de l'interterritorialité. Et donc, sur cette question-là aussi, je pense que ce serait bien qu'on puisse vous entendre parce que, en réalité, comme on dit souvent, même si c'est un phénomène, même si les changements climatiques sont un phénomène planétaire, mais elles partent toujours de réalités locales. Et donc, en ce sens, l'articulation entre les échelles, je veux dire la coopération interterritoriale entre les échelles est une question fondamentale. Et TAC a développé une expérience dans ce sens. Aujourd'hui, la région est supprimée, on parle de pôle territoire, voilà, il y a toute la question de l'accès au financement aux différentes échelles. Donc, tout cela pose la question de l'interterritorialité de la coopération et nous aimerions bien que vous reveniez également sur ces questions. Donc voilà, 3 grandes problématiques, 3 panélistes, focus sur les questions, possibilité bien entendu d'aborder l'une ou l'autre en complément ou en articulation, pour créer plus de cohérence parce qu'évidemment les questions normatives vont être liées aux questions d'accompagnement, les questions d'accompagnement vont être liées aux questions de coopération, etc. Donc on le sait, tout est lié et donc voilà. Je donnerai avec votre permission 5 minutes à chacun pour pouvoir réserver un temps de dialogue avec les participants et nous accorder quelques moments pour la synthèse. Allez, donc Arona, je te redonne la parole. Voilà, je vous remercie, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord rappeler très rapidement les missions qui sont assignées à la Commission nationale de dialogue des territoires, dont la niche, c'est effectivement l'intercommunalité et les autres formes de coopération territoriale. Donc, il est attendu de nous, puisque nous sommes un organe directement dans le cabinet du président de la République, nous rendons compte directement à l'autorité, c'est de l'assister déjà à définir les mécanismes de la coopération territoriale. Ensuite, d'accompagner le gouvernement dans la mise en place des groupements territoriaux, donc, entendez pôle territoire, mais également promouvoir un peu la coopération entre les collectivités locales, toute forme de regroupement possible. Et ensuite, aider les collectivités locales dans la mise en place d'un établissement public territorial, lorsque elles estiment devoir se mouvoir dans un
projet d'ensemble. En écoutant tout à l'heure le colonel Babacar Dia, avec son goût d'inachevé avec le TAC, je pense que l'intercommunalité et l'interterritorialité peut s'offrir comme étant une alternative dans le prolongement continu du TAC. Et je pense qu'il y a une interpellation assez actuelle. Alors, il faut sérieux pour voir que généralement nous travaillons à asseoir un cadre législatif et réglementaire de la coopération territoriale. Et de ce point de vue, comme Ousseynou l'a rappelé tout à l'heure, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère en charge des collectivités territoriales et de la décentralisation. Alors, mais je ne suis pas convaincu qu'il faut toujours flécher, pour reprendre un peu le terme de Ousseynou, des thématiques dont nous avons à cœur qu'elles soient présentes dans la planification territoriale. Parce que sinon, c'est une porte ouverte à beaucoup de propositions qui voudraient aussi être présentes en intitulé au sein du Code général des collectivités locales. Mais je pense que la responsabilisation qui est faite aux collectivités territoriales et la possibilité que leur offrent donc les modalités de regroupement est assez intéressant pour leur permettre de se retrouver dans des projets d'intercommunalité ou d'interterritorialité qui ont une sensibilité, par exemple, sur les changements climatiques. Et je l'ai dit à l'entame de mes propos, donc, un projet capitalisé entre deux collectivités locales, Fimela et Dionewar, promu par Endagraph Sahel, accompagné par la CNDT, a permis aujourd'hui d'avoir une perspective de regroupement de 9 autres communes autour des îles et sur des questions de résilience, d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Encore que le cadre qu'offre la loi, qu'offrent les décrets d'application, ne confèrent pas tout de suite leur application au sein des collectivités locales. Je pense que Babacar l'a souligné tout à l'heure. Les collectivités locales, notamment les élus territoriaux, sont plus enclins à mettre en œuvre des politiques pour lesquelles ils ont des résultats immédiats qui peuvent brandir en élément de bilan. Son deuxième aspect, dans son intervention, de l'aspect lié au cycle climatique, au cycle de mandat, le prouve entièrement. Donc, par conséquent, lorsque le cadre juridique est mis en place, il faut songer à accompagner les acteurs qui se meuvent dans le cadre à disposer d'instruments de gouvernance. C'est de cela qu'il est question. Voilà pourquoi, au sein de la CNDT, on avait déjà un phasage à 3 étapes. Donc, la première étape a consisté à faire le point sur l'ensemble de toutes les expériences d'intercommunalité et d'interterritorialité connues par le Sénégal. Donc, même les actions qui étaient dans l'entente Ferlo et qui prenaient en charge cette problématique de changement du climat a été capitalisée dans cette première phase. Ensuite, nous avons proposé un cadre législatif et réglementaire qui est à même de pouvoir accompagner la coopération territoriale, l'intercommunalité et les autres formes de coopération territoriale. Mais on a mis l'accent sur les instruments de gouvernance dont doivent disposer les acteurs territoriaux. Et pour nous, ça ne peut partir que d'initiatives de terrain qui se conforment avec les réalités du terrain, qui accompagnent en les capacitant les acteurs territoriaux à la compréhension des dynamiques de changement qui les entourent et qui mobilisent leur engagement, n'est-ce pas, à travers des projets de recherche-action. Vous avez parlé de CRDI. Le CRDI est en train de nous accompagner nous aussi avec Endagraph Sahel et des partenaires du Delta Salo, donc sur ces questions en lien avec les questions de résilience et de changement climatique. Donc les instruments de gouvernance me semblent extrêmement importants pour capaciter les acteurs qui sont en présence, pour comprendre les problématiques au sein desquelles ils doivent situer leur action, avant de
penser passer à l'échelle. Par exemple, un projet comme TAC devrait pouvoir bénéficier d'un prolongement continu. Donc là où on l'avait laissé à Ouabakar, je pense qu'on pourrait faire en sorte que dans le cadre de l'intercommunalité et des autres formes de coopération territoriale, convoquer le TAC, même si c'est une autre appellation, pour lui permettre donc d'aller à même dans les résultats qui sont recherchés pour faire face aux enjeux du changement climatique dans le cadre d'une planification territoriale. Maintenant, je voudrais terminer pour dire sur ce point précis que le travail qui a été fait par TAC, notamment à Fatick, pour le plan changement territorial intégré, il semble qu'il y a eu un déficit, n'est-ce pas, de portage des résultats du projet parce que simplement, donc la région qui était collectivité territoriale a disparu. Mais bon, dans les limites frontalières de la région, vous pouvez convoquer et mettre en place une intercommunalité dans tous les départements de l'ancienne région de Fatick. Donc, des possibilités de convergence existent de ce point de vue. C'est vrai que dans l'architecture rénovée de la décentralisation, il manque encore le pôle territoire. Donc, c'est un débat, c'est un dialogue, parce que précisément, est-ce que le pôle territoire doit rester collectivité territoriale ou doit être envisagé sous la forme d'une coopération territoriale? C'est encore en discussion. Nous sommes presque arrivés à terme de trouver un consensus entre les acteurs politiques du dialogue national. Mais en attendant, il y a l'intercommunalité qui peut être une alternative, n'est-ce pas, pour promouvoir au-delà des cadres juridiques et de la coopération territoriale, donc des instruments donc, vraiment qui convoquent des expériences de terrain, et des associations, des ONG, pour nous permettre un peu de se faire une idée de ce que doit être le processus d'enrichissement des outils de planification territoriale. Ça ne peut être que sur des expériences concluantes de terrain que les gens prennent le temps de capitaliser et d'intégrer en tant qu'élément de stratégie ou de politique donc, de décentralisation au Sénégal. Voilà mon cher Fallou. Donc, sur cette question précisément, ce que je voulais départager en attendant d'écouter l'enrichissement qui peut provenir des autres panélistes. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Arona. Donc, alors, c'est nous. Merci Fallou et merci aux chers panélistes qui ont enrichi ce panel, en tout cas de choses nouvelles, et ça permet de nous bonifier sur la question et c'est extrêmement important. Maintenant, relativement à votre question, je voulais l'aborder de manière plus transversale puisque vous me l'avez autorisé. J'adresse la question de l'accompagnement, certes, mais en y greffant les deux autres défis. Sur la question de l'accompagnement, je pense que la manière doit être assez importante pour avoir un effet au niveau des territoires. Accompagner avec une approche. Arona vient de le dire, la question des instances de gouvernance. Nous avons au niveau de nos régions ce qu'on appelle les COMREG, S-qualité chargée de gérer les questions environnementales, y compris les questions climatiques. Je pense que l'accompagnement devrait partir de ces COMREG bien habilités sur les outils relatifs à l'intégration du changement climatique dans la planification pour faire un effet de métastase. Je m'explique. Si on accompagne ces COMREG, ils auront la possibilité d'accompagner les comités techniques régionaux, que je remercie et je félicite au passage pour leur implication dans le processus. À charge maintenant pour les comités techniques régionaux de renforcer les capacités des commissions de planification élargies. Ça donnerait une bonne diffusion des outils au niveau des territoires. Mais faudrait-il que les outils soient stabilisés? Et ça, c'est le préalable avec
une approche pédagogique, andragogique même, je dirais, pour faciliter leur compréhension au niveau des communautés locales. Puisque tant qu'on n'aura pas cette acceptation par ces communautés au niveau local qui manient les outils, ça restera une affaire élitiste. Tant que c'est élitiste, ça restera entre experts, etc., des acteurs qui ont une connaissance et une compréhension de la question, et on ne bougera pas. Je pense que la démarche, donc, me semble être importante. Il y a un autre niveau important, c'est les opérateurs en planification. Le secteur privé a son rôle à dire sur des questions de planification. Si c'est le niveau étatique, les partenaires, etc., la société civile qui prend en charge ces questions, comment faire pour intéresser davantage le privé, à savoir les acteurs qui ont des cabinets en planification et qui accompagnent certaines collectivités territoriales pour être à la page relativement aux outils qui ont été proposés. J'en veux pour preuve l'expérience qui a été vécue au niveau du PNDL, le screening. Nous avions un expert en environnement qui a assuré une bonne diffusion du screening, c'est-à-dire le tri préliminaire au niveau des collectivités territoriales. Au départ on disait, mais ça, ce sont des choses, voilà, très savantes, comment faire pour faire un screening au niveau des collectivités territoriales. Mais avec le renforcement des capacités et l'accompagnement, il est parvenu à d'abord institutionnaliser le screening au niveau de ce qu'on appelle les micro-projets. Tout micro-projet, avant d'être mis en œuvre, doit faire l'objet d'un screening, un tri préliminaire. Et les éléments de mesure de sauvegarde sont pris en charge par le programme en termes de renforcement des capacités pour que l'infrastructure soit durable. Et ça a été une grande réussite en termes d'accompagnement, puisqu'il y avait les DREC au niveau région qui étaient fortement impliqués dans ce processus et qui arrivaient à renforcer les capacités et des agences régionales de développement et des collectivités territoriales pour une prise en charge de ce tri préliminaire au niveau des micro-projets. Je me dis, mais cet accompagnement doit venir de plusieurs côtés, au-delà du Programme national de développement local, IED, la FAO, le CSE, la DEC, mais des organismes S-qualité doivent pouvoir faire une coalition autour du renforcement des capacités et de l'accompagnement des acteurs bien choisis au préalable pour assurer la diffusion au niveau le plus localisé possible. Et ça nous donne, à mon avis, de grands défis en termes d'accompagnement. D'abord, dans nos planifications macro, comment intégrer ces éléments, ne pas les laisser simplement à la charge des comités techniques, etc., et des collectivités qui n'ont pas les ressources, en faire d'abord, nous, notre propre affaire au niveau national avant d'en assurer une diffusion au niveau le plus localisé. Et ce qui me permet d'embrayer sur la question normative. Je pense que l'une des faiblesses majeures de cette planification sensible au changement climatique, c'est l'absence de réalisation au terme de la planification. On demande toujours aux collectivités de planifier tout le temps. Si, du point de vue normatif, on avait intégré dans le fonds d'équipement des collectivités territoriales un guichet vert qui sera alimenté et abondé à partir des critères consensuellement validés par tous les acteurs. À partir de ce moment, l'accompagnement au niveau des collectivités territoriales déboucherait sur une proposition d'action par les collectivités territoriales à faire financer par le guichet vert du fonds d'équipement des collectivités territoriales. À partir de ce moment, vous allez avoir un engouement des collectivités parce que, un, il y a un financement qui est là, mais deux, respect des critères qui ont été établis pour aller vers ce qu'on va appeler la performance climatique au niveau de nos territoires. Et ça me semble être très prenable, puisque dans le fonds d'équipement des collectivités territoriales, il y a justement un guichet intercommunalité. Un guichet intercommunalité qui n'a pas été encore abondé par les collectivités territoriales. Si on y adjoint le guichet vert, l'État du Sénégal va montrer, en tout cas aux partenaires au développement, son intérêt à internaliser le processus à partir des collectivités territoriales pour aller jusqu'au niveau national.
Et ça me semble être des éléments de réflexion qui peuvent être sur la base d'un plaidoyer fait porter par le département ministériel, d'autant que nous sommes en plein dans la phase réglementaire du Code général des collectivités territoriales, et c'est une source alternative de financement au développement territorial. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter en guise de complément par rapport aux questions qui ont été soulevées par le modérateur Fallou Mbacké Cissé. Merci. Merci très cher Ousseynou. Le colonel, vous avez la parole. Mais merci Fallou. Je pense que vous avez bien dit que les trois questions sont interconnectées. Parce que je vois vraiment un lien, un fil conducteur entre les questions de normes, l'accompagnement des collectivités et la territorialisation. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, le changement climatique ne connaît pas de cloison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis ensemble 5 régions pour essayer de voir la problématique qu'elles ont en commun. Maintenant, pour territorialiser, évidemment, heureusement que les textes le prévoient, on passe par l'intercommunalité. Parce que les changements climatiques, quoi qu'on puisse dire, c'est au niveau des territoires. Ce n'est pas ailleurs qu'au niveau des territoires. Donc, on ne peut pas gérer correctement les questions de changement climatique en ignorant les territoires. Ça se passe à leur niveau. Et par esprit de conservation, un instinct humain fait que les populations font de l'adaptation quelquefois sans le savoir. Parce que quand vous êtes là envahi par les eaux, vous essayez de trouver un moyen, vous êtes en train de faire de l'adaptation. Et dans les politiques de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, il y a 2 leviers qu'on essaie d'actionner, c'est l'adaptation et l'atténuation. Quand on parle d'adaptation, c'est ce que je viens de dire, vous êtes là devant un problème qu'il faut gérer, donc il faut tout de suite prendre des mesures, même si on n'a personne pour nous indiquer, les populations ont cet instinct de conservation qui fait qu'elles vont chercher à se sortir d'une situation. Maintenant, pour l'atténuation, il s'agit de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte qu'il y ait une réduction des gaz à effet de serre. Parce que ce sont ces gaz-là qui réchauffent l'atmosphère et qui contribuent à accroître les problèmes de changement climatique. Alors, moi ce que je vois, c'est comme instrument de gouvernance qui existe déjà. Mais le problème n'est plus l'existence des instruments de gouvernance, mais leur fonctionnalité. Parce que si on considère le COMNAC, c'est le Comité national changement climatique, qui a ses pendants au niveau de chacune des régions. Mais donc, pour en témoigner, je pense que c'est avec l'avènement du TAC qu'on a mis en place pratiquement des COMREC qui pouvaient fonctionner. Et ces COMREC fonctionnaient avec l'appui du programme TAC. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas un moyen permanent de faire fonctionner les COMREC. Ce qui n'est pas viable si on veut vraiment s'inscrire dans la durabilité par rapport à la résolution des problèmes de changement climatique. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié parce que le COMNAC, dont dépend du moins, plus ou moins les COMREC, le COMNAC bénéficie d'un financement du ministère de l'Environnement. Et il n'y a rien pour les COMREC. Donc, si les COMREC ne sont pas appuyés par des projets comme le TAC, la preuve, je n'ai pas des informations récentes par rapport au fonctionnement, mais je peux presque mettre ma main sur le feu pour dire que depuis le départ du programme TAC, pratiquement ces COMREC-là sont devenus obsolètes parce qu'il n'y a plus personne pour pousser à la roue, pour faire en sorte que alors qu'ils sont extrêmement importants. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas, mais c'est mon appréhension. Peut-être les gens qui sont encore sur le terrain me le diront. Moi, on m'a retraite là pour parce que donc il a inversé les rôles, c'est lui mon chef maintenant parce que c'est lui qui me fait travailler. Bon, donc en réalité, il faut absolument que ces fonctions comme règle-là puissent fonctionner. Et d'ailleurs, cela nous donne raison parce qu'au moment de mettre en place les COMREC, je ne sais pas si donc, tu te rappelles bien, il y a eu de grands tiraillements entre le conseil régional et la gouvernance pour la présidence du COMREC. Finalement, parce que en réalité, ce qui était dit dans le décret de 2001 qui crée le COMNAC
c'était que dans chacune des régions, on devait créer un Comrec. Mais dans ce décret, il est dit clairement que le président du Comrec, c'est le gouverneur de la région. Mais à l'époque, les présidents de conseil régional l'avaient contesté en disant non, les questions de changement climatique sont des questions d'environnement qui nous sont transférées. Donc, c'est nous qui allons présider les Comrec. Mais imaginez si on avait donné la présidence des Comrec au président du conseil régional, mais peut-être qu'actuellement, il n'y aurait plus de légitimité. Heureusement, en tranchant, on a coupé la poire en deux. On a dit, bon, on va faire du gouverneur le président du Comrec parce que c'est ce que disent les textes. Le décret est très clair. Le décret 2001 qui met en place le Comnac est très clair. Le Comrec est créé au niveau de chaque région et présidé par le gouverneur. Heureusement qu'on a respecté cette mesure parce que sinon, comme j'ai dit, avec la disparition du conseil régional, peut-être que les Comrec n'auraient plus d'effet au niveau de la région. Mais heureusement, on a coupé la poire en deux en disant, donc, on va faire du gouverneur le président, comme le disent les textes, mais le président du conseil régional est vice-président. Et il a la possibilité de convoquer le Comrec au même titre que le gouverneur. Donc, cela nous a permis de régler un problème qui, maintenant, n'est plus d'actualité parce que c'est clair que